Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire de la communauté de pratique 4 pour 1000 sur le Nexus Sol-Climat. Je vous rappelle que cette communauté a été lancée conjointement par l'initiative 4 pour 1000 avec le soutien et avec la GIZ en 2020 et que depuis cette date, cette communauté organise des événements pour répondre aux questions, aux interrogations et aux besoins de ses membres. Nous savons tous que pour ce qui concerne le sol et le changement climatique et les relations entre les deux, il y a toujours une place pour les questions et les échanges techniques et trouver l'inspiration dans les solutions qui ont été mises en place par chacun des membres. Il me semble important de rappeler à tout le monde que même si vous n'êtes pas encore membre de la communauté de pratique, eh bien on peut vous suggérer de nous rejoindre en consultant la page AFRIS dont le lien va s'afficher dans le chat. So, Julia, please do what you ask me, you will do. You tell me you will do. Et donc, le lien vous sera communiqué si vous avez envie de vous y inscrire, bien sûr, pour nous rejoindre. Donc, le thème de notre session d'aujourd'hui porte sur la dégradation des terres et des sols, en particulier au Sahel, où la combinaison du changement climatique, de l'augmentation de la population, de la perte de la couverture arborée et végétale et de l'intensification de l'utilisation des terres impacte les ressources naturelles dont dépendent les communautés rurales. Et pas seulement d'ailleurs. Des solutions visant à la restauration des terres arides sont essentielles pour remédier à la dégradation des terres et des sols et à la perte de biodiversité, ainsi que pour faire face aux effets du changement climatique. Il s'agit de retrouver des fonctions écologiques altérées en permettant aux communautés d'améliorer la productivité, la résilience et la durabilité de leurs moyens de subsistance en mettant en œuvre des combinaisons spatiales et temporelles de pratiques innovantes de régénération des terres et des sols et de restauration des paysages. Dans cette session de la communauté de pratique 4 pour 1000 GIZ, nous avons le plaisir de recevoir Groundswell International et le SPONGE. Je ne sais pas comment on le prononce, est-ce que c'est correct? Parce qu'on pourrait dire SPONG, mais SPONGE, voilà, à la française. Et à présenter leurs travaux au Sahel. Donc, ils nous expliqueront leurs méthodes et leurs pratiques concernant les terres et les sols au sein des communautés. Et ils nous parleront des défis auxquels ils font face. Ainsi, je l'espère, ils partageront avec nous leurs succès et peut-être aussi leur désillusion sur certaines choses. Bien entendu, nous aurons du temps pour la discussion, ainsi que pour les questions et les réponses de nos panélistes. Et nous allons commencer, si vous en êtes d'accord, par écouter M. Peter Goebbels. Monsieur Goebbels, vous êtes l'un des cofondateurs et le principal conseiller de Groundswell International pour l'Afrique de l'Ouest. Vous avez plus de 38 ans d'expérience dans le développement rural, dont plus de 28 passés à vivre et à travailler en Afrique de l'Ouest. Groundswell International a pour objectif de renforcer les capacités des personnes, des communautés et des organisations d'agriculteurs à développer des systèmes agricoles et alimentaires sains à partir de l'existant. Groundswell International travaille avec les petits agriculteurs, en priorité les femmes marginalisées, pour s'attaquer aux causes profondes de l'insécurité alimentaire, de la dégradation de l'environnement, du changement climatique et de la vulnérabilité sociale et économique. Monsieur Goebbels, j'ai le plaisir de vous céder la parole. Vous avez 20 minutes. Sentez-vous à l'aise, hein, même si vous débordez un petit peu, il n'y a pas de souci. Et on est prêt à vous écouter. Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter l'expérience de reverdissement du réseau Groundswell au Sahel. Mes collègues sont en déplacement au Sénégal, mais j'espère qu'ils seront disponibles plus tard pour répondre aux questions. Cette carte indique qu'ensemble, nous disposons d'un programme régional. Tout d'abord, pour établir le contexte de ce thème et communiquer un sentiment d'urgence dans le Sahel, les nouvelles sont mauvaises. La dégradation du sol, aggravée par le changement climatique, provoque une crise croissante. Voilà une scène que vous rencontrez souvent lorsque les paysans défrichent leurs terres pour les cultiver en début de saison pluvieuse.
Le changement climatique est étroitement lié à la dégradation des sols. Nous entendons souvent parler de la sécheresse, mais la menace à plus long terme est l'augmentation des hausses des températures, 1,5 fois plus rapide que la moyenne globale, qui diminue les rendements. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles. Il existe des milliers d'exemples où les paysans et leurs communautés non seulement arrêté la dégradation des terres, mais qui commencent à l'inverser grâce au reverdissement. Les solutions existent. Voici deux paysages distants de seulement 500 mètres l'un de l'autre. L'un a été reverdi par le RNA, l'autre non. La RNA veut dire régénération naturelle assistée, gérée par les paysans. C'est une forme d'agroforesterie. C'est important de noter que le RNA n'est pas seulement une technique, c'est à la fois une approche de développement communautaire et il s'agit aussi d'un type de système agricole. À la base de RNA est la gestion des multiples souches et arbustes dans les champs. On voit ce monsieur-là en train de traiter les arbustes pour essayer de 2 ou 3 tiges, et c'est ça qui est la technique à la base des RNA. C'est possible parce que dans presque tous les champs agricoles du Sahel, il reste de nombreuses souches et arbustes dans le sol après le défrichage, comme nous l'avons vu dans les dispositifs précédents. On peut dire qu'il existe toujours au Sahel un vaste forêt, mais c'est un forêt souterrain. Voici l'arbuste et les racines. Chaque arbuste pousse sur un arbre coupé possède un système racinaire étendu. Grâce à ces systèmes racinaires étendus, si les agriculteurs ne laissent que 2 pouces ou peut-être 3 pouces de chaque souche, celles-ci deviennent très rapidement des arbres, comme vous le voyez ici. Certains arbres indigènes, comme le Vederbia albida, qu'on voit ici, fixent l'azote et ils perdent la plupart de leurs feuilles pendant la saison des pluies, de sorte qu'ils n'entrent pas en concurrence avec les cultures. Au contraire, ils ajoutent de la fertilité au sol. De plus en plus, les cultures s'arrêtent à pousser au milieu de la journée parce qu'il fait trop chaud. Au Sahel, même des cultures comme le mil et le sorgho poussent à la limite supérieure de leur seuil de température. Pour chaque augmentation de 1 seul degré Celsius de la température au-delà d'un certain seuil, si c'est prolongé, les rendements céréaliers diminuent d'environ 10%. Grâce à l'ombre dispersée des arbres, les agriculteurs pratiquant les RNA peuvent obtenir des rendements supérieurs de 50% à ceux de leurs voisins. Comme indiqué ici, un nombre de plus ou moins 15% réduirait la température de l'air d'environ 10 degrés Celsius et la température aura de sol de 35 degrés Celsius. Il y a des études qui ont montré que nombreuses espèces d'arbres ont un effet de ce qu'on peut appeler bio-irrigation. Ça veut dire que la nuit, l'humidité remonte à partir des racines et cette humidité devient disponible pour les cultures. On voit ça dans le graphique à gauche et à droite, on voit l'effet sur un arbre. Et bien sûr, les feuilles qui tombent des arbres ou les feuilles qui sont laissées sur le sol en bas de l'arbre pendant les opérations d'élagage augmentent la matière organique.
et après ça, les capacités de rétention de l'eau. Et voici quelques effets qu'on voit sur les cultures dans cette photo. Plusieurs personnes, et souvent les paysans eux-mêmes, croient qu'il faut laisser les arbres protégés pour qu'ils atteignent leur taille maximale et leur couvert végétal normal. Mais non, ceci s'applique seulement à certaines espèces d'arbres avec une valeur équilibrée. Pour la plupart des arbres, il faut les élaguer. Certains agriculteurs adoptant les RNA laissent des fois plus que 200 arbres par hectare. Et pour éviter la concurrence avec les cultures, ils élaguent sévèrement la plupart des arbres avant de semer. On voit ça ici dans l'image. Et cette image, il ne reste que le grand tronc des arbres et quelques feuilles avant le semis, juste après le semis. Cet élagage génère une grande quantité de bois de chauffage qui profite aux femmes, qui obtiennent désormais ce dont elles ont besoin dans les champs familiaux. Elles n'ont plus à parcourir des kilomètres de fois jusqu'à la brousse pour obtenir les bois de chauffe. La RNA permet également d'améliorer la disponibilité d'aliments pour le bétail, le fourrage et les fruits. Voici une liste d'autres avantages de la RNA, notamment l'augmentation de la biodiversité et la rétention de l'eau dans le sol. Pour plus que 40 ans, des millions de dollars et des milliers de projets visant à créer des pépinières et encourager la plantation d'arbres dans le Sahel n'ont eu que très peu de résultats. Le RNA, en revanche, est une approche peu coûteuse qui a permis de reverdir des millions d'hectares de terre. Mais la RNA, bien qu'elle soit une approche fondamentale de la restauration des terres, ne peut pas réussir à elle seule à inverser complètement la dégradation des terres cultivées. Elle nécessite souvent des pratiques complémentaires de gestion durable des terres. Ces pratiques fonctionnent en synergie avec les arbres. L'une d'entre elles consiste en des cordons ferreux perméables selon les courbes de niveau destinés à retenir l'eau, comme vous le voyez ici. Voilà toute l'eau qui est retenue par ces courbes de niveau. Voici une autre pratique de conservation du sol et de l'eau appelée ZAE. C'est le nom indigène de Burkina. C'est une technique de microcaptage de l'eau, comme vous pouvez le voir ici. Il s'agit de creuser en contre-saison des micro-bassins de captage de l'eau que ces femmes sont en train de faire, ou peut-être elles sont en train de s'aimer. Et l'eau, quand il tombe, tombe dans les petits poches, comme on voit sur la petite image à gauche. Et on sème souvent, juste avant la première pluie, on met un peu de compost et ça réussit très bien. Et bien sûr, l'utilisation efficace des résidus de culture et du fumier animal et d'autres sources de matière organique pour produire un compost amélioré et rapide fait partie de la restauration des terres. Les cultures en association, on voit dans cette image, et la rotation des cultures avec les légumineuses joue également un rôle important pour la restauration du sol. Souvent, il s'agit d'une combinaison de la RNA et des autres techniques complémentaires. C'est ça qui est nécessaire pour inverser et après régénérer des terres cultivées au Sahel. C'est pourquoi j'insiste sur le fait que la RNA fait partie d'un nouveau système agricole.
il s'agit d'une forme beaucoup plus intensive de l'agroforesterie que certains appellent jachère simultanée ou d'autres agricultures basées sur les arbres. Un certain nombre d'études indépendantes ont été réalisées sur l'impact de la RNA dans le Sahel quand c'est combiné avec d'autres pratiques d'utilisation durable des terres. Cette étude ici s'agissait d'un financement par l'Union européenne et le BMZ d'Allemagne et était réalisée par le ELD, the Economics of Land Degradation, au nord de Ghana. Il s'agit d'un programme de notre partenaire CICOD soutenu par Groundswell. Cette étude a eu lieu au nord-ouest de Ghana et cette étude a comparé le rendement des cultures des paysans pratiquant la RNA par rapport avec les paysans non pratiquants de la RNA. Et on voit que souvent les paysans qui pratiquent la RNA ont 3 fois, 4 fois plus des arbres, densité des arbres par hectare par rapport avec ceux qui ne pratiquent pas. Cette graphique compare les revenus des cultures entre les villages témoins, qui sont en rouge là, avec les villages SICOD, qui sont en vert, et qui sont où se trouvent les paysans qui ont adopté la RNA, et en plus que d'autres pratiques de gestion durable des terres. Et le graphique a démontré que plus qu'on augmente la densité des arbres grâce à la RNA, plus que ça génère des revenus pour les cultures par rapport avec les rendements augmentés. L'étude a déterminé que les effets après 5 ans de pratique de la RNA, combinés à la rotation des cultures, a généré des revenus supplémentaires de 102 € par hectare en valeur actuelle. Donc, ça veut dire qu'il y a une augmentation de revenus si on voit la transition à partir d'une faible densité des arbres et l'absence de gestion durable des terres à une pratique de la RNA avec la gestion durable des terres. Ça peut accroître le rendement des cultures de 86% ou même plus à mesure que les arbres dans les champs arrivent à la maturité. Ici, il s'agit d'un autre test effectué au Sénégal qui a montré que le rendement des cultures doublait lorsqu'elles étaient cultivées dans des champs plantés des arbres où les arbres sont régénérés. Voyez la différence de rendement avec pas d'arbres qui est en bleu et jusqu'à 200 arbres par hectare. Plus qu'on augmente les arbres, plus que le rendement augmente. Groundswell, avec nos partenaires, ont mené beaucoup d'autres, bon, pas beaucoup, mais d'autres études portant sur les effets et l'impact de la RNA, portant sur l'impact sur le sol, la qualité du sol, la santé de la sol, et en plus la biodiversité. Ici, c'est un rapport qui a montré l'augmentation des espèces dans les champs agroforestiers, dans la zone de consortium de Burkina Faso, de Groundswell. Et bien sûr, il y a beaucoup plus de diversité des arbres dans ces champs. Les avantages de la RNA, quand combinés avec les méthodes complémentaires de la gestion durable des terres, sont incontestables. Le problème majeur, donc, est de savoir comment faire passer le système d'utilisation de terres de reverdissement à une échelle supérieure. Heureusement, il existe beaucoup de preuves qu'avec un soutien approprié, la RNA peut se répandre spontanément ou avec très peu de moyens.
voir cette photo satellite qui vient du Sénégal, qui montre à partir de 17 ans l'évolution de la densité des arbres dans les champs. Voici une autre photo satellite qui montre l'augmentation des densités dans le Sénégal entre 1999 à 2019. Et je crois que c'est un village, une zone près de Thiès, au Sénégal. Ici, il s'agit d'une carte qui est construite à partir de nombreuses photos satellites prises au fil du temps. Et cette carte démontre la propagation actuelle de la RNA. Toutes les zones en vert foncé du Niger, du Burkina, du Mali et de l'ouest du Sénégal présentent les signes d'augmentation d'ici 30 ans de la densité d'arbres à partir de la RNA. Donc, c'est possible. C'est possible de répandre, c'est possible de mettre en échelle ce genre de reverdissement avec un type de soutien catalyseur. Mais la grande question, maintenant, s'impose, comment catalyser un processus de mobilisation sociale auprès des communautés rurales afin de diffuser le reverdissement à grande échelle. Il y a déjà beaucoup de résultats dans le Sahel, mais pour accélérer l'extension du reverdissement des terres, il faut surmonter certains défis. En voici une courte liste. J'attire l'attention sur la mentalité et les attitudes des paysans, et bien sûr aussi souvent les autorités, qui ont encore tendance à considérer les arbres comme des mauvaises herbes géantes dans leurs champs qui concurrencent avec les cultures. Et bien sûr, il y a des autres comme le feu, les animaux, la manière de préparer des terres qu'il faut aussi considérer. Voici d'autres obstacles. Certains paysans déplorent la présence des oiseaux dans les arbres, d'autres n'aiment pas beaucoup trop d'arbres parce que ça bloque la mécanisation de l'agriculture à travers de la culture attelée ou des tracteurs. Dans certains champs, il manque beaucoup des souches ou des arbustes, donc on ne peut pas faire grand-chose. Mais surtout, il s'agit de législation forestière nationale qui souvent ne favorise pas ce système de production. Et ça mérite beaucoup de discussions. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, on peut faire tout un autre webinaire sur ça, mais quels sont quelques conseils et leçons tirés pour la diffusion de le reverdissement au Sahel? Bon, dans un premier temps, il faut dire qu'il y a tendance, une approche ineffective, qui n'est pas très effective, des nombreux grands projets contrôlés d'une manière centralisée, qui n'abordent pas la question de renforcement des capacités des organisations communautaires. Et honnêtement, un exemple, c'est l'initiative de la Grande Muraille Verte. Ça mérite une discussion. Bon, certaines leçons, c'est, bon, bien sûr, il faut engager les chefs communautaires, religieux, il faut faire beaucoup de travail de sensibilisation par les émissions de radio rurales. Il faut toujours tirer fortement des connaissances endogènes des agriculteurs et de compter sur leur capacité d'adaptation. Et il faut aussi renforcer les chaînes de valeur et l'accès au marché pour les produits non forestiers. Mais surtout, il faut renforcer les capacités des communautés à diriger et à gérer eux-mêmes des programmes visant le verdissement de leur terroir. Voici certaines ressources pour la mise à l'échelle de reverdissement dans le Sahel. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Peter, pour cette présentation.
J'avoue que c'est effectivement très inspirant. Il y a beaucoup de leçons à tirer de ces expériences et c'est vraiment très, très riche. Les exemples d'agroforesterie en milieu aride et sahélien sont très, très importants pour montrer qu'effectivement, la place de l'arbre dans nos systèmes de production est vitale. Bon, j'ai plein de questions, mais on va attendre peut-être pour la suite, parce que le temps est un petit peu limité aussi, comme vous le dites dans la présentation. Donc, sans plus attendre, je vous propose d'écouter les représentants de Sponge, qui est une plateforme nationale burkinabé regroupant les ONG, les associations nationales et internationales de développement, des fondations, des centres de recherche et de formation, des mouvements de jeunes et des réseaux thématiques. En 2021, le collectif comptait 277 organisations membres au Burkina Faso. Monsieur Richard Ouedraogo, vous êtes économiste de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement. Vous êtes chargé de projet Les communautés reverdistes Sahel pour le Burkina Faso, hébergé au Sponge. Vous vous occupez principalement des questions d'agriculture, d'environnement et de développement local au Sponge. Par ailleurs, vous êtes chargé de l'animation des groupes thématiques et des unités de coordination régionale au Sponge. Donc, j'ai cru comprendre que vous partagiez la présentation avec Monsieur Pierre-Omer Ouedraogo. Je vais aussi le présenter comme ça sera fait et vous pourrez vous passer la parole comme vous le souhaitez. Donc, Monsieur Pierre-Omer Ouedraogo, vous êtes économiste, gestionnaire de formation, chargé de projet Benkadi pour le Burkina Faso, hébergé au Sponge. Vous vous occupez principalement des questions environnementales et de changement climatique et vous coordonnez euh, le consortium Burkina Faso du projet Les communautés reverdistes Sahel depuis 2018, ainsi qu'une autre initiative sous-régionale sur la résilience climatique depuis 2021, financée par le gouvernement néerlandais. Donc, messieurs Ouedraogo, vous avez 10 minutes en tout. Vous vous répartissez la parole comme vous le souhaitez. Je ne sais pas qui commence. Est-ce que c'est monsieur Pierre Omer ou est-ce que c'est son Moi, homonyme? moi, je vais juste commencer. Vous avez aussi bien présenté le SPAN de façon générale. C'est 268 ONG associations membres et dont le travail est reparti par groupe thématique. Et on a plusieurs thématiques sur lesquelles nous travaillons, dont l'environnement, changement climatique. Et le projet Les communautés reverdissent le Sahel a vu le jour depuis 2018 euh, avec la formation d'un consortium national. Et nous sommes un consortium national avec deux autres consortiums dans les deux pays que sont le Sénégal et puis le Niger. Alors, donc, nous avons intitulé notre projet Les communautés reverdissent le Sahel parce que nous pensons que l'agroécologie, l'agroforesterie représentent vraiment des alternatives durables à la gestion durable des terres au Sahel et puis à la résilience climatique principalement. Donc, on va se passer d'un certain nombre de définitions parce que M. Peter Goebbels a eu à débroussailler déjà un certain nombre d'éléments sur la RNA, la régénération naturelle assistée. Donc, on va aller à 5 points. On va présenter notre initiative au Burkina Faso. Donc, et on va finir par quelques défis et puis les résultats que nous avons acquis depuis ce temps. Je rappelle que c'est un projet qui est, qui est censé être à l'échelle de 10 ans. Donc, en 2027, on devrait clôturer le projet. Et on a dit que cette initiative, en réalité, c'est pour non seulement assurer la sécurité alimentaire et puis la subsistance des populations au Sahel, parce que nous pensons que ce programme d'agroforesterie, mais je dirais, combine la régénération naturelle assistée avec les moyens de subsistance qui sont, par exemple, les chaînes de valeur que nous essayons de faire la promotion. Vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Alors, les communautés reverdissent le Sahel, c'est 4 organisations
qui supporte en fait la génération naturelle assistée, et où nous demandons en fait l'adoption dans la mesure où nous voulons en fait aller à la mise à l'échelle. Et les trois partenaires dans les trois pays, c'est 4 organisations. Au Burkina, c'est le Spangdong, et au Sénégal, c'est l'UED, et puis au niveau du Niger, c'est l'INRAN et puis l'Université Abdul Moumouni. Donc, vous voyez un peu ce que nous présentons comme image qui reprend un peu les 3 axes sur lesquels nous travaillons, à savoir la régénération naturelle assistée et les chaînes de valeur que nous essayons de promouvoir, et nous essayons en fait de faire le plaidoyer lobby pour qu'on puisse faire l'extension de la régénération naturelle assistée à l'échelle, et avec bien sûr l'effet qui combine aussi plaidoyer international et puis l'appui pour l'appui des textes en faveur bien sûr de la mise en œuvre de la RNA de façon vulgarisée. Alors, grâce à ce programme donc, Bofens, qui est le partenaire au niveau du nord des Pays-Bas, et les organisations partenaires au niveau local, au Niger, au Sénégal et au Burkina Faso, nous attendons mettre en place toutes les conditions nécessaires à un effet boule de neige. Quand on parle de boule de neige, c'est que on souhaiterait que, à travers bien sûr les agriculteurs modèles, à travers par exemple les fermes modèles, nous puissions quand même amener la population au fur et à mesure à adopter ces pratiques-là. Et cela devra aboutir en fait à un déploiement à grande échelle de cette pratique dans ces 3 pays. Et l'objectif initial, c'est de revertir 200 000 hectares à l'échelle des 3 pays, Burkina Faso, Sénégal et puis Niger. Alors, le consortium qui est composé donc de l'ensemble des partenaires des 4 pays, nous sommes convaincus en tout cas que cette pratique de la régénération naturelle assistée, c'est un puissant moyen de résistance au changement climatique et renforce bien sûr la sécurité alimentaire et peut augmenter les revenus des paysans. Quand je prends par exemple le cas du Burkina, il y a un certain nombre de partenaires que M. Peter Goebbels a fait cas. Il y a l'INERA. Alors, l'INERA est dans notre consortium pour essayer de valider tout ce qui est comme données techniques. Le SPAN, bien sûr, fait le suivi, joue le lead au niveau du consortium au Burkina Faso. Et nos acteurs de mise en œuvre terrain, nous en avons 4. C'est 4 ONG qui sont sur le terrain avec les populations locales, qui sont membres du SPAN. C'est bien sûr APIL, Tipalga, ASMAT et puis APDR. Alors, ces 4 ONG sont présentes dans au moins 6 régions du Burkina. Je rappelle aussi que le Burkina compte 13 régions. Donc, aujourd'hui, nous sommes, par exemple, en train de lancer le projet dans une autre région de Burkina, vers le sud, où nous pensons que nous pourrons faire l'extension en fait, de cette pratique-là qui pourrait bien sûr bénéficier aux populations. Alors, nos zones d'intervention, comme ce que je disais, dans les 3 pays, au Burkina Faso, nous avons 6 communes, et au Niger, c'est 9 communes, et au Sénégal, c'est 12 communes. Alors, le contexte général dans lequel nous travaillons, parce qu'il faut qu'on rappelle, on revient pour rappeler le contexte. Nous sommes dans le Sahel, et vous n'êtes pas sans ignorer que le Niger et le Burkina sont en prise un peu à des problèmes sécuritaires. Donc, aujourd'hui, il faut vraiment tenir compte de ce contexte sécuritaire-là, quoique nos membres sur le terrain, quand même, essaient de faire de belles choses, parce que il y a d'abord le développement du faire-faire, et parce que nos organisations du consortium sont sur le terrain tous les jours, mais il faut reconnaître quand même qu'il y a des difficultés d'accès à certaines zones qui sont totalement ou partiellement occupées par des terroristes. Bon, il y a aussi le phénomène migratoire qui est là, la migration interne forcée. Il y a le déplacement massif des populations que nous appelons personnes déplacées internes, qui entraîne déjà l'abandon des terres et menace ainsi une partie des acquis du projet. Mais nous essayons quand même de juguler cela. Bon,
comme M. Peter l'a dit dans sa présentation, il y a le problème, bien sûr, du foncier qui est là, parce qu'il y a une exploitation un peu outragère qui est là, quoi. Bon, bien sûr, il y a une certaine psychose permanente que les acteurs vivent au moment du déploiement sur le terrain, parce que, bon, nous allons un peu vers l'inconnu sur le plan sécuritaire, bien sûr. Alors, le contexte foncier dont je parlais tantôt, il y a une circulation foncière qui est là. Et au-delà même du volet sécuritaire qui fait qu'il y a une certaine pression démographique dans certaines zones, et il y a aussi les sociétés immobilières qui spéculent aussi sur le foncier et qui constituent une grosse menace pour la RNA parce que le phénomène de vente de terre gagne du terrain et ça peut aussi envahir ces zones où nous pratiquons la RNA. Bien sûr, le problème des femmes est là parce que sur le plan, je dirais, culturel, les femmes ont une des difficultés d'accès aux terres. Et alors que nous savons que les populations rurales chez nous, les populations qui travaillent beaucoup la terre, c'est à peu près à 60 à 70% des femmes. Donc, cela aussi, c'est pas évident. Quelques activités du projet, hein, comme ce que je disais tantôt, nous comptons revêtir 200 000 hectares à l'échelle des 3 pays. Donc, nous avons par exemple essayé d'organiser les producteurs autour des institutions villageoises de gouvernance de la RNA, c'est-à-dire que les comités villageois. Nous avons essayé bien sûr de renforcer leurs capacités par les pairs formateurs au cours des ateliers. Les pairs formateurs, c'est quoi? Et au niveau, par exemple, des agriculteurs, nous essayons en fait de former des formateurs qui pourront en fait diffuser ces connaissances-là auprès de leurs pairs au niveau local. Et il y a bien sûr des assemblées générales villageoises que nous essayons d'organiser pour expliquer de façon large la pratique de cette régénération naturelle assistée. Alors, nous avons aussi essayé de créer des primes, des encouragements, bien sûr, pour les champions à la matière, la pratique, et tout cela dans l'objectif, en fait, de donner plus d'entrain, de donner plus d'imagination et de donner plus de vivacité à tous ceux-là qui travaillent sur le terrain et pour créer aussi l'intérêt de façon augmentée, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, Richard, tu es là? Oui, je suis là. Bon. OK. Continuez, voilà. Alors, l'autre axe de travail sur lequel nous sommes, c'est le plaidoyer pour la mise en place des institutions locales, nationales et internationales qui soient favorables à la pratique de la RNA. Alors, il y a le travail au niveau local qui demande la mise en place d'un certain nombre de structures, comme le comité villageois et des plateformes de dialogue entre les agro-pasteurs et les agriculteurs pour l'exploitation des champs, pour éviter bien sûr les conflits entre les agriculteurs et puis les éleveurs, et aussi pour essayer de protéger les jeunes plants et les arbres, et voilà, ainsi. Alors, au niveau national, nous essayons quand même de faire un plaidoyer lobby au niveau du gouvernement pour qu'il y ait des adoptions, des textes de loi qui facilitent bien sûr cette pratique-là. Donc, en 2020, nous avons pu avoir un décret pris en Conseil des ministres qui réglemente non seulement la propriété des arbres, c'est très important, mais fait vraiment la référence à la RNA comme méthode efficace de restauration des terres. Parce que disons que initialement, les gens n'étaient pas convaincus par cette technique de la RNA. Nous avons quand même, grâce au témoignage, grâce aux remontées d'informations, à faire comprendre de façon, je dirais, chiffrée, et puis à travers un décret, bien sûr, qu'on fasse ressortir que la RNA, c'est comme une méthode très efficace de restauration des terres et de lutte contre le changement climatique. Alors, autre activité, à l'organisation des producteurs, en particulier les productrices autour des chaînes de valeur des produits issus de la RNA. Alors, je reviens en arrière pour parler, par exemple, de nos 3 piliers sur lesquels nous travaillons, la RNA, la mise à l'échelle des chaînes de valeur et puis le plaidoyer. Alors, ici, au niveau de chaînes de valeur, nous avons, par exemple, renforcé les capacités
et de tout ce qui est comme produit non ligneux des femmes. Et nous avons proposé des expositions de produits issus de la RNA. Nous avons créé une participation en fait de ces femmes-là aux foires et aux différentes rencontres au niveau du Sahel et puis au niveau de la région du Centre-Nord. Alors, nous avons pu mettre quand même 13 comptoirs pour la commercialisation des produits issus de la RNA pour mieux valoriser les produits. Alors, c'est là aussi qu'il faut rappeler l'avantage de la RNA qui combine bien sûr les techniques de gestion des arbres au niveau des parcelles pour accroître un peu la productivité. Donc, cela, en fait, est évident, mais disons que quand on va aller au niveau de la pratique RNA, en 2 ans, 3 ans, on ne peut pas avoir des résultats vraiment tangibles. Alors, comme quand je disais tantôt, quand Peter Guibel s'est passé, ça a débroussaillé beaucoup de chemin chez nous parce que cela montre un peu que ça prend du temps, mais en fait, l'effet est vraiment effectif et l'effet est tangible par la suite. Alors, la mise en place des observatoires que je parlais tantôt, c'est juste pour aussi suivre et évaluer les actions de reverdissement sur la végétation et la vie économique des communautés. Alors, un des éléments aussi, pour ne pas dire un des piliers qui va sous-tendre un peu la mise à l'échelle, c'est que nous puissions documenter et puis produire des évidences scientifiques qui puissent influencer les décisions en faveur de la mise à l'échelle de la RNA. Aujourd'hui, comme de toute façon, la RNA, il faut prouver déjà que c'est une technique qui vaut la peine quand même qu'on s'y mette et qui produit quand même des résultats tangibles sur le terrain. Il faut aussi appuyer cela, cet argumentaire-là, à travers, bien sûr, la production d'évidence. Et je pense qu'en termes de production d'évidence, nous avons assez de support, non seulement des supports, mais aussi des données techniques caractérisées qui sont certifiées par INERA, qui est l'Institution nationale de recherche agricole, qui valide techniquement en fait nos données issues sur le terrain. Alors, notre approche qu'on va essayer d'expliquer un peu, hein, c'est que nous essayons quand même, dans le transfert de ressources, de privilégier tout ce qui se fait au niveau local. Donc, les ressources que nous recevons, par exemple, de notre bailleur Écologie, 85% des ressources vont au niveau local. Alors, donc, nous avons bien sûr, dans cette approche-là, proposé et favorisé en fait des interventions qui soient en fait axées et adaptées au niveau local et aux besoins du local. Donc, nous avons promu en fait des actions comme des visites d'échange et le renforcement des capacités des agriculteurs. Nous avons bien sûr essayé de gérer le volet foncier et puis essayer quand même de créer des agriculteurs champions et nous appuyer aussi sur les radios locales pour essayer de faire la promotion de cette technique-là. Alors, sur le plan régional et international, nous essayons quand même de mettre des liens entre les 3 pays, le Niger, le Burkina et le Sénégal, en termes de partage d'expériences, de pratiques. Et au niveau international, nous sommes présents au niveau, par exemple, des conférences des partis sur le climat, sur la désertification, pour essayer toujours de faire la promotion. Et l'autre bonne pratique aussi au niveau régional, c'est que nous essayons d'écrire des projets, d'aller à des appels à projets de façon concertée pour quand même appuyer cette mise à l'échelle de la RNA. Donc ça, c'est par exemple un paysan agriculteur modèle qui est interviewé par une radio locale pour montrer un peu voilà, les pratiques qu'il entreprend sur ces parcelles. Voilà, quelques résultats. Hein. En 6 ans, nous avons pu quand même reverdir 111 197 hectares. Nous avons pu créer 750 comités villageois. Nous avons à peu près 57 000 camps fermés qui ont adopté la RNA. Donc, mais en fait, il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est que la RNA, c'est une technique d'agroforesterie à faible coût. Donc là, nous avons pu réaliser, je dirais, des prouesses à peu près à 28 € l'hectare. Donc ça, c'est le coût du reverdissement au Niger.
entre 2021 et 2023. Parce que ce sont des pratiques qui requièrent peu, où nous avons tout ce qu'il faut au niveau local pour faire cette promotion-là. Diapo. Donc, on va un peu parler des défis aussi actuellement. Voilà. Voici les résultats socio-économiques et environnementaux que nous avons pu recenser. C'est par exemple euh, la gestion des érosions, des bénéfices environnementaux et même pour la santé. Il y a aussi la capacité d'innover des fermiers. Et nous avons une bonne gestion, une bonne maîtrise en fait de la température des sols. Et la RNA, nous sommes rendus compte que c'est une pratique qui promet en fait la cohésion sociale au niveau de la communauté si en fait tout cela se passe bien. Parce qu'à travers les cercles de discussion que nous mettons en place, ça permet quand même aux populations de parler entre elles et ça permet en fait aux couches sociales de faire le brassage. Et on se dit qu'en parlant autour de la RNA, ça favorise beaucoup plus la cohésion sociale. Et nous avons aussi, à travers cette pratique-là, évolué dans la maîtrise aussi de la rétention, c'est important, parce que l'eau, dans le Sahel aujourd'hui, c'est une ressource qui est rare, où la gestion est un peu très difficile. Et aujourd'hui, nous essayons, à travers la RNA, nous avons donné plus d'indépendance aux femmes parce que les femmes ont la parole maintenant lors des réunions au niveau villageois. Donc, cela, en fait, vient renforcer la présence des femmes qui est une actrice, je dirais, de poids dans ce maillage du développement rural. Voici un peu quelques résultats socio-économiques que nous avons pu engager. Alors, la mesure des changements. Vous voyez, par exemple, dans une région du Niger, à Matankari, entre 2017 et puis 2022, vous verrez un peu les prouesses qui ont été faites grâce à la RNA. Voilà. Ça, c'est visible avant et après, et à travers, bien sûr, la pratique de la RNA. Vous pouvez avancer toujours. Voilà. Donc, quelques défis. Aujourd'hui, nous sommes à la matérialisation des contrats au sous des chaînes de valeur et on essaie quand même d'utiliser le système d'information géographique, la télédétection et les outils numériques, bien sûr, pour opérationnaliser cette stratégie de musique et de la stratégie de suivi et évaluation. Bien sûr, on essaie d'avoir plus de municipalités, plus de fermiers, plus d'hectares et on essaie de trouver des financements pour promouvoir notre action basée sur les acteurs locaux et leurs besoins. Voici un peu présenté brièvement ce que nous faisons dans l'initiative de communauté de Verdis Sahel. Et merci à vous. Merci beaucoup, Pierre-Omer, et puis merci à Richard qui est resté en soutien psychologique de la présentation qui a été faite. Écoutez, moi je trouve que ces deux présentations sont vraiment très riches et illustrent bien tout ce qui peut être fait autour de la RNA, qui est vraiment une technique adoptée de l'agroforesterie justement à la situation sahélienne. Bon, moi j'aurais énormément de questions, mais je vais laisser la parole d'abord à l'auditoire. Est-ce qu'il y a des questions à poser aux présentations, à la suite de ces présentations? Si vous voulez prendre la parole, vous levez la main, que je puisse vous repérer. On a, au niveau du temps, disons qu'on va se donner encore une dizaine de minutes, hein, on a eu des commentaires, hein, des félicitations sur ce qui a été fait, de voir aussi ce qui a été fait, et donc notamment avec la FAO à d'autres échelles. Je suis content de voir que la FAO s'intéresse aussi à ça, ce qui n'est pas toujours le cas. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, Est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît? mais je vous en prie, avec plaisir. Oui. Moi, Attendez, parce qu'il y a eu quelqu'un qui a levé la main avant, donc si ça vous dérange pas, je vous donne la parole juste après. J'ai pas trouvé la main, mais bon. C'est dans les réactions en bas. Donc, Oui. Mohamed Aïdiara, vous avez une question? Bonjour. Bonjour. Je m'excuse, j'ai pris du retard, j'avais un problème de connexion au Mali. Et c'est Aïdara, ingénieur agronome.
responsable suivi évaluation au niveau de l'Agence d'aménagement des terres de fourniture de l'eau d'irrigation. Et ma question est la suivante. J'ai suivi en retard l'explication de Pierre. Vraiment, je suis très ravi. Seulement, je voudrais savoir comment est-ce qu'ils ont fait le choix par rapport à la RNA, par rapport au pays, quoi. Parce qu'il a parlé de Burkina, et je me suis dit, si j'ai bien compris, Niger autre. Pourquoi pas le Mali, parce qu'on doit avoir les mêmes problèmes à peu près. Et quelles sont les spécialités qu'ils ont pris pour implanter au niveau des paysans? Parce que je vois souvent, j'ai vu la dame avec une très longue hache, mais je pense avoir des arbres pour restaurer un peu les sols. Merci à vous. Très bien. Peter, vous pouvez répondre aussi si vous voulez, puisque effectivement, on parle du Mali. Donc, bon, je vous laisse Oui, gérer. Pierre Omer, vous voulez répondre, Ok. Peter? Je vais juste dire quelque chose et Richard aussi qui est là pourra Je vous en prie. ajouter. Alors, le choix, pourquoi pas le Mali, c'est Bofens qui nous a approchés. Parce qu'en son temps, Bofens n'avait pas d'organisation avec laquelle elle travaillait au Mali. Alors, sinon, de façon logique et naturelle, le Burkina, le Niger, le Mali, c'est les mêmes caractéristiques géophysiques, donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Donc, c'est ce qui explique cela. Euh, le fait que c'est Bofens qui a approché déjà le pays. Bofens n'avait pas d'organisation avec laquelle elle travaille au Mali. Donc, c'est naturellement comme ça que le consortium a été créé. Mais je pense que aujourd'hui, la question se pose et peut-être que d'ici là, je ne sais pas, des concertations vont être menées pour qu'on puisse intégrer le Mali. Alors, les spécialités implantées. La RNA, ce n'est pas, c'est la régénération naturelle assistée. Donc, c'est pour dire que nous faisons avec ce que nous trouvons comme espèces dans les champs. Nous n'importons pas des plantes. Ce n'est pas un reboisement. Donc, c'est juste travailler avec l'existant pour accroître et améliorer l'existant et pour aussi améliorer les cultures par rapport à la gestion des espèces qui sont au niveau des sols. Au niveau des haches, c'est une pratique qui dépend des pays. Au Burkina Faso, vous allez voir qu'on utilise la tabac. Au Niger, ce sont ces genres d'outils qui s'utilisent. Donc, selon la région, la culture, je ne sais pas si Richard avait parlé. Oui, bon, juste pour compléter par rapport à la question de la RNA, qui est en fait une solution basée sur la nature et qui part de l'existant, comme le dit Pierre Omer. Et donc, l'idée ici, en fait, c'est que, bon, on ait une solution agroforestière à la portée des populations, des agriculteurs au niveau rural, et pour pouvoir, en fait, reverdir leurs champs, sans à moindre coût, en réalité. Donc, c'est ça qui est, en fait, la stratégie, voilà, pour la RNA. Très bien. Peter, vous voulez compléter par quelque chose? oui, oui, très rapidement. Peut-être, Mohamed, vous avez manqué un peu au début là, parce que dans ma présentation à moi, j'ai bien parlé de Mali. Actuellement, le Mali, notre partenaire là-bas, Sahel Eco, est une des ONG, disons, le leader de la promotion de la RNA, surtout dans la région de Mopti, Bankas et Cézanne et les régions de Ségou et de plus en plus en Caille. Donc, le Mali aussi dispose des projets, des ONG qui font la promotion de la RNA. Ce n'est pas un oubli. Les conditions sont les mêmes, comme vous avez bien dit. Donc, voilà, j'arrête là-bas. Merci. Donc, on va Allô? donner la parole à Amor. Allô? Hello? S'il vous plaît, si vous Oui, permettez. oui, Mohamed. Oui, Excusez-moi, mais oui, on n'a oui, pas d'accord. beaucoup de temps, donc ok, j'essaie de donner la parole je vous laisse un commentaire, bien sûr. ok. Juste, effectivement, j'ai eu à travailler avec Sasakawa Global. Dans ce cadre-là, je pensais qu'il y avait une différence, quoi. C'est la raison pour laquelle je demandais. Effectivement, comme il l'a dit, c'est des espèces à l'état
en espace de disparition qu'on essaie d'instaurer. Moi-même, j'ai eu à travailler sur ça vers Kangaba, précisément entre la frontière Niger-Mali et Guinée-Mali. Seulement, je pensais qu'il y avait une différence, mais j'ai compris ce qu'il a dit. Je partage les idées. Effectivement, j'ai pris le train en retard, je m'excuse. Non, non, il n'y Moi, a je suis pas de très souci. content, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Mohamed. Merci beaucoup. D'abord, vous vouliez poser une question. Moi, j'aimerais bien juste, je ne vais pas être long, c'est qu'on n'a pas donné une petite importance ou un côté sur la question hydraulique en relation donc l'eau et le sol et en dehors du climat, c'est-à-dire tout ce qui est redressement de verdure et de végétation. Il ne faut pas oublier que dans ce Sahel, il y a ce manque d'eau et ce problème hydraulique, soit au niveau climatique, soit au niveau des nappes. Donc, j'aimerais bien, puis il ne faut pas oublier justement cette question de relation eau, plantes et sol et végétal. Très bien. Qu'est-ce qui veut Voilà, pour répondre sur intégrer cette toutes les notion de composantes l'eau? du milieu. Tout à fait. Qui est-ce qui veut répondre, Peter? Je vais prendre le début. Effectivement, c'est comme j'ai dit pendant ma présentation, la question de climat et de l'eau et de terre est intimement liée, mais et les solutions aussi sont système. Parce que s'il y a plus d'arbres, il y a moins d'évaporation. S'il y a plus d'arbres, l'arbre fait un effet de bioirrigation, comme j'ai montré dans ma présentation. Plus qu'il y a le mulch des feuilles et tout ça, plus que le sol retient la matière organique et moins que c'est frappé pendant la sécheresse, ça retient l'eau. Donc, le sol qui a 2 fois plus de matière organique peut retenir, je ne sais pas sur le plan scientifique, mais je pense 5 fois plus l'eau par rapport avec un sol qui n'a pas assez de qui n'a pas assez de matière organique. Et on n'a même pas parlé de l'effet de vent et tout ça. Donc, c'est une manière de bien gérer l'eau que le système qu'on vient de montrer, où il y a l'arbre au centre. Je passe la parole à Omer pour compléter s'il veut. La question de l'eau, comme ce que j'ai dit, c'est une question centrale. Et aujourd'hui, nous essayons, au-delà de ce projet, n'oubliez pas que un projet vient bien sûr combler un besoin, mais nous essayons quand même, parce qu'un seul projet ne peut pas avoir des ressources pour que de façon transversale, on s'occupe de tous les problèmes. Ça, c'est évident. Donc, nous avons ce qu'on appelle le reversing the flow, inverser la tendance par rapport à la gestion de l'eau, parce que c'est bien vrai qu'il faut compter aussi avec une pluviométrie qui est très capricieuse, soit elle est insuffisante, soit elle est, je dirais, irrégulière. Donc, ce qui fait que nous faisons de la gestion de la maîtrise de l'eau, qui est un aspect très important. Quand vous regardez, par exemple, les techniques de conservation du sol à travers les demi-lunes, les ailes que nous promouvons beaucoup, et ce sont des éléments, en fait, qui sont là pour essayer de pallier à une pluviométrie, je dirais, insuffisante, irrégulière et très capricieuse. Donc, nous faisons, à travers ces pratiques déjà, la gestion de la maîtrise d'eau. Et c'est comme ce que Richard disait, ce sont des pratiques qui sont très peu coûteuses et qui sont à la portée des populations. Quand vous prenez par exemple des exemples comme le ZAI, le demi-lune, que nous faisons, les pockets et autres là, je pense que ce ne sont plus des pratiques qu'on peut venir nous apprendre de l'extérieur. Les populations elles-mêmes, dans la recherche de leur résilience, sont obligées en fait de promouvoir ces pratiques-là, d'abord même pour leur propre survie. Donc, effectivement, ce problème-là est pris en compte. Tout à fait, tout à fait. Si je peux me permettre un commentaire, là, on prendra une autre question s'il y en a d'autres. Moi, je suis frappé par l'efficacité de ce qui est démontré là. Et c'est vrai que vous avez besoin de renforcer les connaissances scientifiques sur ces pratiques pour arriver à redonner un socle scientifique pour vous pousser justement à des développeurs à vous aider et à travailler dans ce sens.
Moi, ce qui me frappe quand même, c'est que je n'ai pas entendu beaucoup, à part peut-être un petit peu Peter et bon, un petit peu aussi vous, Pierre Omer, la notion du fait que ces pratiques vont accroître la quantité de matière organique dans les sols et ce faisant vont donc, vous l'avez noté dans les conséquences, c'est-à-dire amélioration de la fertilité, amélioration de la rétention en eau des sols, donc à la disposition des plantes qui se trouvent autour, baisse de la température au niveau des sols et sous la végétation, ça c'est très clair. Mais personne n'a parlé de la capacité, justement, à travers ce carbone dans les sols, de dire on contribue à lutter aussi contre le changement climatique, parce que ce carbone, il est mieux dans le sol que dans l'atmosphère. Et grâce aux arbres, et grâce justement à la végétation et à ce capture de carbone, on va pouvoir contribuer à lutter contre le changement climatique. Donc en fait, par rapport à la recherche de plaidoyer que vous faites au niveau de l'UNCCD, que vous faites au niveau de la Convention climat, vous pourriez aussi la faire au niveau de la Convention biodiversité, faire en sorte de dire, ben voilà, c'est une approche agroforestière qui va permettre de finalement de Et quelques traiter l'ensemble des problèmes qui sont concernés par les trois grandes conventions, sans parler bien évidemment de celui de la sécurité alimentaire qu'on a noté. Et c'est ce que une des personnes qui suit justement David Morrison de Soilwatch, qui faisait une petite remarque en disant que justement, on essaie de voir comment on peut mesurer et faire en sorte de ramener au niveau des agriculteurs l'impact possible sur les marchés du carbone et donc essayer de redonner un peu de valeur ajoutée supplémentaire à tout ce travail. Moi, il y a quelque chose qui me frappe aussi, et Monsieur Peter, vous l'avez un peu évacué en disant que les projets qui promouvaient la plantation d'arbres finalement au Sahel menaient à peu de résultats. Bon, je pense qu'il y a quand même des résultats, il ne faut pas être trop sévère quand même à cet égard. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que la RNA repose sur des souches qui existent. Or, dans un paysage où il n'y a pas de souches, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a quand même des zones où la végétation a quasiment totalement disparu. Comment on arrive à reconstituer ce couvert végétal? Peut-être en travaillant sur des espèces comme Federbia ou en mettant justement des légumineuses arborescentes qui vont permettre de commencer à installer une couverture végétale. Comment est-ce que vous voyez les choses dans les lieux où il n'y a pas de souches pour repartir? C'est un défi, c'est sûr. C'est un obstacle. Ce n'est pas toutes les zones qui a des arbustes ou des souches pour plusieurs raisons. Bon, dans notre travail de Crownswell, on parle de RNA+. C'est-à-dire, même si on va faire régénérer des arbres indigènes qui sont déjà là à travers des souches, peut-être que ce n'est pas suffisant. Mais il y a certaines espèces où les semences sont abondantes et on peut les avoir et on peut les traiter et sans qu'on fait beaucoup de problèmes avec des pépinières qui est beaucoup de travail très coûteux. On peut tenter de s'aimer ces semences indigènes qui ont déjà la possibilité de survivre dans le contexte pour renforcer. En plus, il y a des oiseaux, il y a les semences qui sont mangées par les animaux et dans le déchet, ça commence à faire des petits arbres qui repoussent. Mais il faut les reconnaître. Il ne faut pas prendre le tabac sans le reconnaître. Il faut le protéger. C'est très précieux. Donc, c'est notre méthode. Mais c'est clair que c'est un problème. Et on peut, à la fin de compte, aussi faire les pépinières pour certains types d'espèces qui ont la tendance de survivre. Mais ça aussi, on passe dans un autre niveau de coût, quoi. Mais c'est possible aussi. Mais les deux autres méthodes que je viens de citer, c'est la manière de faire toujours dans ce qu'on appelle RNA+. OK. Alors, Merci beaucoup. Pierre Omer. voilà. Et comment faire si nous sommes sur des terrains dénudés? Nous avons des exemples très concrets où, par exemple, nous sommes allés sur les IPL. Nous avons combiné deux techniques, les demi-lunes et puis les cordons pierreux pour arrêter le ruissellement.
Alors, le cordon pierreux, et pour arrêter le ruissellement, les demi-lunes où nous plantons et que nous laissons, bien sûr, sur l'arrosement pluvial pour gagner un peu de la verdure. La première année. La deuxième année, nous augmentons la superficie. On garde toujours les cordons pierreux qui, qui ça n'arrête pas totalement le ruissellement, mais ça diminue quand même Ça le le ferait. niveau. Voilà. Et ça permet quand même de fertiliser le sol. Nous ajoutons un peu d'intrants au niveau des demi-lunes pour fixer les plants. Et au fur et à mesure, à partir de la quatrième année, par exemple, on peut mettre des arbres autour. Donc, nous avons des exemples concrets. Je ne sais pas si après, on peut vous passer même des photos de vues avec des drones où nous avons fait, en fait, à partir des DRS, CS là, en fait, un revêtissement quand même à une échelle de 3-4 hectares. Et de façon au niveau des parcelles, nous essayons quand même de combiner pour que la technique là passe d'un paysan à un autre. C'est faisable. Richard, vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais juste compléter ce qu'il dit. En fait, il y a effectivement des sols totalement dénudés. On a l'impression que rien ne pousse, et comme il explique, et comme aussi Peter l'a dit au début de son exposé, la RNA, c'est une combinaison aussi avec d'autres techniques très bien de conservation des eaux et des sols. Par exemple, le cordon pierreux qui permettent en réalité de freiner le ruissellement de l'eau. Et bon, c'est parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de photos, le temps pour vous exposer tout ça. Vous allez voir qu'au bordure des cordons pierreux, vous allez voir une régénération naturelle assistée des souches en fait qui existaient, mais qui avaient besoin tout simplement d'un peu d'accompagnement avec des techniques pour leur permettre de se développer. Au-delà de ça, il y a des sols qui ne sont pas totalement dénudés aussi. C'est un peu le cas du Burkina. Ce n'est pas partout où c'est totalement dénudé. Il y a des arbustes un peu partout dans les champs. Et en fait, ici, la technique maintenant de la RNA, c'est d'accompagner les producteurs à pouvoir assurer la taille sanitaire des arbres, accompagner l'arbre à grandir assez vite et aussi n'est pas totalement défriché quand on commence à préparer les champs. Voilà, ça, c'est un peu les deux éléments qui concernent un peu la RNA au niveau du Burkina Faso. Ce que je vous propose, c'est que si vous avez des documents complémentaires que nous pourrons, entre guillemets, proposer en téléchargement à la communauté, bien évidemment, ils sont les bienvenus. Vous pouvez nous les envoyer, y compris des photos qui illustrent vos propos. Ça sera avec grand plaisir. Je ne crois pas qu'on compte Sponge et Groundswell International dans nos membres et partenaires de l'initiative 4 pour 1000. On en serait ravis parce que nous aussi, on cherche des exemples concrets de réalisation et des choses qui peuvent être justement, comment dire, utilisées pour développer le plaidoyer. On travaille beaucoup au niveau international sur la santé des sols, etc. Et tout ce que vous avez démontré ce matin montre clairement que il y a des pistes extrêmement intéressantes à travers ce reverdissement et à travers ce contrôle d'une végétation qui est déjà installée pour la plupart et qu'il faut simplement régénérer. La notion de régénération est très importante aussi pour nous. Donc, on serait ravis de vous compter parmi nos partenaires et membres et on aura à préparer dans le futur des réunions régionales, on aura à préparer nos interventions dans le cadre des COP de la Convention des désertification qui sera très importante cette année à Riyad. Donc, on va y aller, on va essayer de faire des side events. Donc, on aura besoin de gens qui témoignent de ce qu'on peut faire et on a besoin voilà, d'exemples concrets et de magnifiques réalisations comme celles que vous nous avez montrées ce matin. On est vraiment ravis d'avoir eu l'opportunité d'apprendre de vous tout ce que vous avez mis en place depuis ces nombreuses années, parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et surtout, on apprécie beaucoup le fait que vous ayez partagé les défis auxquels vous êtes confrontés, ainsi que les pistes de développement à travers les institutions publiques pour les amener à prendre des textes de loi, les communautés pour arriver à les convertir à ces pratiques, les chefs pour leur faire comprendre la nécessité, et puis tous les agriculteurs que vous avez touchés et que vous avez pu former pour mettre en place ces pratiques. Un agriculteur formé, c'est un agriculteur qui va développer, qui va suivre. Le seule chose qui joue contre nous, c'est le temps.
puisqu'on n'en a pas beaucoup, malheureusement, avec le changement climatique et tout le reste. Mais aussi, vous l'avez dit, il faut être capable de faire comprendre aux agriculteurs que cette transition, elle va prendre du temps. Elle va prendre 2, 3, 4 ans avant qu'ils n'en voient les résultats. C'est ça le principal enjeu, et ça, je peux vous assurer que, quel que soit le changement de pratique que vous proposez, quelle que soit la zone géographique, quelle que soit la zone agropédoclimatique, les défis sont les mêmes. Travailler sur les décisions publiques, travailler sur le fait de convertir les agriculteurs, les former, leur demander de la patience, et puis le marché, l'accès au marché, le consommateur et le reste. Merci beaucoup en tous les cas pour cet échange fructueux. Merci beaucoup pour ces présentations extrêmement riches. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire. Peut-être pas en français, peut-être en anglais les prochains. On verra. En tous les cas, n'hésitez pas à nous faire passer tous les documents que vous souhaitez partager avec la communauté. Nous nous en chargerons. Faites savoir aussi que ces webinaires existent et que vous pouvez nous rejoindre en tant qu'individu pour la communauté de pratique et puis en tant qu'organisation pour l'initiative 4 pour 1000. Vous êtes les bienvenus. Envoyez-moi des mails. Vous êtes en contact avec Julia. N'hésitez pas, nous sommes prêts à discuter de tout ça et on a plein de choses à faire ensemble parce que les défis sont grands. Merci beaucoup à Merci tous. beaucoup. En tout Merci cas, pour... l'invitation est bien reçue et puis on va vous envoyer les documents. Très bien. À très bientôt. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bientôt.